Et donc, du coup, le principe du roast, ils auront 5 minutes, chacun leur tour. Émilie va représenter la team hôpital, Marianne la team officine et Seb la partie étudiant et universitaire. Et donc, chacun leur tour pendant 5 minutes. Ils vont en mettre plein la gueule de l'industrie pharma, mais avec humour, mauvaise foi, en allant dans les clichés, en allant dans les vérités. On va se dire des choses. Faut que ça pique un petit peu, sinon c'est pas un roast. Voilà, faut que ça gratouille. C'est sur le ton de l'humour, mais il faut quand même qu'on ait un petit rictus pour que ça passe. C'est comme le principe du vaccin. Donc, Quel de vaccin? Qui marche, ouais, C'est c'est Covid. celui qui marche. Ah non, on va pas nous lire ça à débat. Déjà qu'on fait un sujet touchy, là, si en plus tu nous lances sur le vaccin Covid, on va se faire strike. C'est bon. On aura aussi la présentation des invités, et puis entre les roasts, on va débattre entre nous, et qu'on en apprenne aussi un peu sur des choses qu'on ignore potentiellement, finalement, des secteurs du milieu de la santé et de la pharma au global qui se causent pas tant que ça dans la vie de tous les jours, en fait. C'est vrai, c'est le même milieu, ça fabrique des médicaments, ça les vend, ça soigne des gens, mais ça se cause pas énormément, donc c'est aussi l'occasion. Exactement. Et donc, pendant le roast de 5 minutes environ, bien entendu, nous n'avons pas le droit de parler. Voilà. Donc tu te présentes Parfait. du 2 minutes quand même, C'est et puis après tu nous en mets plein la tronche. Et Ouais. t'as le droit de te présenter pendant 2 minutes pour Parfait. qu'on sache qui tu es quand même et que les gens te connaissent un tout petit peu mieux. Donc, Émilie, Yasmini, effectivement. Donc, moi, j'ai fait la fac à Dijon. Et par un hasard circonstance, je me suis retrouvée à faire l'internat qui n'était pas du tout prévu parce que j'étais un peu la seule de ma bande de potes à le faire. Et l'internat m'a emmenée un peu aux quatre coins de la France et d'ailleurs, parce que j'ai fait à Nancy, après je suis partie en Martinique pendant 1 an et demi, après je suis revenue à Dijon, puis Chalon-sur-Saône, et après j'avais envie d'aller dans le sud, donc je me suis dirigée à l'hôpital de Grasse dans les Alpes-Maritimes, et après à Marseille, dans un hôpital privé depuis maintenant 10 ans, dans lequel je suis rapidement devenue pharmacien gérant aussi par un peu un concours de circonstances. Et voilà, je m'éclate absolument dans ce que je fais. Donc, c'est quand même très, très appréciable dans le métier. Cool. Yes. C'est parti. Vas-y. Donc, déjà, à l'hôpital, il y a des fois plusieurs teams. Les médecins, notamment. Donc, il y a ceux qui reçoivent absolument pas l'industrie pharmaceutique, qui sont vraiment anti-indus, ils veulent pas avoir les délégués. Et au contraire, on va avoir ceux qui sont plutôt, on va dire, plutôt conflit d'intérêts. Donc, aucun souci à manger à tous les râteliers. Donc, je ne juge pas, l'un comme l'autre. Moi, j'ai tendance aussi à pas mal manger à tous les râteliers, il n'y a pas de souci. Et après, dans ce qu'on va considérer un peu comme des irritants du quotidien, bon, déjà, je pense qu'on va tous se retrouver dans la notion des ruptures. C'est absolument insupportable. Après, ce que je remarque quand même, c'est que bizarrement, on a beaucoup plus de ruptures sur des produits qui ne rapportent pas que sur des produits qui coûtent extrêmement cher. Clairement, sur le pembrolizumab qui me coûte 10 millions d'euros par an, je n'ai absolument aucune rupture. Ça, c'est livré. En 24 heures, on est livré, aucun problème. Donc, c'est sûr que, par contre, sur l'Augmentin ou les trucs qui rapportent rien, là, on a un petit peu plus de problèmes. On a quelques soucis aussi sur les arrêts de commercialisation des vieux produits. Donc là, on a eu quelques exemples dernièrement où en fait, d'un coup, on nous dit c'est en arrêt de commercialisation. Mais bon, très bien, mais nous, on a des patients à traiter derrière, donc on fait comment? Donc on importe et on importe à des prix qui sont vraiment pas du tout les mêmes que ceux qu'on a en marché. Donc pour info, pour ceux qui connaissent pas l'hôpital, les prix, en tout cas dans les hôpitaux privés, mais aussi dans les hôpitaux publics, les prix des médocs ne sont pas fixés, c'est-à-dire c'est de la négociation. Donc il y a des marchés publics et nous dans le privé on fait un peu ce qu'on veut, on a des centrales d'achat, on peut faire des négociations en direct, on peut faire des allers-retours, c'est hyper libre. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Ou un désavantage parce qu'on n'est pas non plus prioritaire quand il y a des ruptures. En général, le public est livré, le privé non. Et du coup, quand il y a des arrêts de commercialisation, ils importent à des prix qui sont 20 fois, 30 fois plus chers que le produit d'origine, donc c'est un peu difficile à budgétiser en amont. On a aussi en fait des tendances qui ressortent au niveau de l'indus où les génériqueurs se battent pour récupérer les marchés, puis après le génériqueur a cassé les prix complètement, se retrouve tout seul à fournir son générique, et puis après, quand il est tout seul, les prix remontent bizarrement, donc ça c'est aussi très appréciable. Quand tu t'es tablé sur un budget avec un prix à 50 centimes et que l'année d'après, tu le retrouves à 6 euros parce que vu qu'il est tout seul et qu'il retrouve un monopole, il augmente à fond les prix. Là, j'étais en réunion de marché ce matin, clairement, il y a certains labos qui se sont bien fait plaisir cette année
enfin pour les prochains marchés, donc ça va nous impacter pas mal de budget. Alors, je ne sais pas si on parle de l'industrie du DM, mais c'est aussi tout un florilège de petits arrangements entre amis, hein, entre les médecins et l'industrie, les biomèdes et l'industrie. C'est un petit peu aussi un joli bordel. Et après, en termes de visite médicale, c'est vrai qu'on a des fois c'est un peu poussif parfois, la visite médicale, et ça fait passer. Donc là, on a vu les problématiques des opioïdes, notamment aux États-Unis. Là, il y a certains labos qui essayent de passer un peu en force sur des paliers 3 de morphinique pour des indications qui ne sont pas franchement hyper justifiées. Donc, du coup, on se méfie quand même un petit peu, quoi. Et après, les deux petites anecdotes sur lesquelles je voulais un peu plus m'attarder, je ne citerai pas le labo, mais j'avais un labo français avec qui je travaillais pour une molécule en particulier, pour lequel j'avais à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires par an. Et je décide de changer cette gamme pour passer à un autre labo français qui, en plus, fabrique en France, alors que le premier labo français était français, mais ne fabriquait pas en France. Et donc, j'ai par correction envoyé un petit mail au labo pour le prévenir que je changeais de marché et que je passais à l'autre labo. Et j'ai donc le grand compte qui m'a appelé, qui n'était pas content du tout et qui m'a un peu menacé au téléphone en me disant qu'en gros, je ne serais plus un client premium de ce labo. J'ai demandé en quoi ça consistait des clients premium. Il m'a dit qu'il ne m'échangerait plus mes périmés. Je lui ai dit qu'a priori, je n'avais jamais demandé d'échange de périmés. Et il m'a dit, ah, mais oui, mais du coup, si tout le monde fait comme vous, comment est-ce qu'on va faire? C'est encore mon droit. Et là, il s'est mis à me proposer des remises sur d'autres produits, alors que ça faisait 10 ans qu'on travaillait ensemble et qu'il ne m'avait jamais proposé une seule remise sur ces produits-là. Donc, j'ai dit, ah, bah, c'est bien, il faut que je m'en aille, il faut que vous me proposiez des remises, ça fait plaisir. Et après, il m'a dit qu'en gros, je lui ai dit que s'il rebaissait ses prix, moi, je serais tout à fait OK pour retourner avec son produit. Et il m'a dit, ah, mais ça veut dire que vous allez changer pour quelques mois et changer tous vos protocoles. J'ai dit, pardon, mais est-ce que c'est vous qui allez changer les protocoles? Ah non, c'est moi, en fait. Donc, du coup, je ne comprends pas la question, quoi. Donc, et finalement, on voit qu'il n'a pas du tout baissé ses prix. Donc, j'ai bien fait de changer, mais que ça m'apprend beaucoup sur les méthodes de ce labo. Et j'ai appris aussi, pour seconde petite anecdote, qu'un autre labo, dont on attendait avec impatience le générique, parce que clairement il a des prix quand même assez excessifs en tant que concept, a payé en fait les labos concurrents pour qu'ils ne sortent pas les génériques. Donc du coup, le brevet est tombé. Et en fait, les génériques ne sortent pas parce que le labo a payé ses concurrents. Donc, du coup, je ne savais même pas que c'était possible en fait, de faire ça. Comme quoi, on est surpris tous les jours par rapport à ça. Donc, après, concernant la loi Ça y est, on sur a le droit de parler, l'information, Émilie. T'as passé tes 5 minutes, on a le droit de parler. j'ai passé les 5 Mais minutes. tu peux continuer quand Mais même. continue. C'est d'une Moi, violence. Ouais. disais juste, pour défendre l'industrie pharmaceutique par rapport à la formation des internes et l'information des internes, je trouvais pour le coup que ça, c'était débile et que les internes, c'était un peu tirer une balle dans le pied à pas vouloir avoir de la promotion par l'industrie. Voilà. Ah bah merci Putain, Mimi de magnifique. ta... Ah ouais, Magnifique, très très bravo. bon roast, on peut le J'applaudis. dire. Vraiment, c'était magnifique. Moi, j'ai tout de suite une Ça m'a question. fait tout logoter. Est-ce qu'en tant que client premium, tu avais le droit à un saucisson et une paire de babouches gratuites? Pas du tout. Elle est folle, cette anecdote. Hein. Alors voilà, Ah non, mais ça m'a outré. Tu vois, ça me... C'est ce qui m'a le plus choqué dans Bah tout ouais, le truc. Là. bah Les deux ouais. anecdotes, elles sont d'une violence. Le coût du premium, j'avoue que... Bon, après, c'est les gens du marketing qui doivent répondre à ce truc-là, mais je trouve que c'est assez violent, quoi. Bah, qui veut répondre? Je sais pas, Vince, Christophe. Bah non, j'avoue qu'on a déjà pas mal parlé des ruptures. On va en reparler Oui. rapidement, mais Ouais, on peut quand même en reparler vite fait, notamment sur ce que tu disais, Mimi, sur le fait que les produits chers, ils sont forcément beaucoup moins en rupture que les produits pas chers et qui sont pas forcément moins utiles. On parlait d'amoxicilline, on parlait ou pendant le Covid, on pouvait parler même des anesthésiques ou tout un tas de médocs qui sont... Le Médrol, là, par exemple. C'est en rupture. C'est Médrol, on va avoir du mal à en sujet parler. sujet sensible avec Christophe et On va moi. avoir Mais tel ça, prix. c'est l'exemple parfait d'un cassage de marché. Ah, elle a été Maintenant, l'approvisionnement, ça vient au même niveau que le prix dans les marchés hospitaliers. Alors, tu as été un peu coupé, Mimi, désolé. Je ne sais pas si c'est les Big Pharma qui commencent à attaquer ou les Russes, tout simplement. Ou les Russes, ou les Big Pharma russes. Mais non, mais
Voilà, le Solmédrol, c'est un truc qu'on connaît très bien, Christophe. C'est extrêmement complexe à produire. Surtout que c'est vraiment le package complet, hein, parce que tu as le flacon, tu as l'ampoule, tu as la céréale, tu as la boîte, etc. Et en devant ça, moins cher qu'un Kinder Bueno, sachant que nous, on sait toute la complexité de produire ce produit en particulier. Bon, bah voilà, clairement, nous, on l'a produit pendant des années à perte. Parce que MTIN, il faut le produire, ok, on le produit, mais ça nous prend des capacités sur des trucs où on pouvait gagner Et de tout de l'argent. suite, on pleure, on attend un peu. Oh, là, on peut y aller, on peut y Attends, aller. tu peux y Là, aller. on peut y aller. Alors, juste, je voulais préciser avant de continuer là-dessus, c'est que sur l'exemple du Solidrol, pour moi, c'est un bon exemple parce que c'est une chaîne logistique qui est un petit peu particulière, on va dire. C'est-à-dire que c'est un produit qui est fabriqué par la maison mère, qu'on ne va pas citer, mais que vous irez voir dans le Vidal, vu qu'on cite le nom du produit carrément. Ouais, Donc, on parle d'un corticoïde par voie injectable, d'un flacon lyophilisé, et qui est aussi fabriqué par des sous-traitants. Mm. Et donc, nous, avec Ludo, on a bossé pour une boîte de sous-traitants qui fabriquait ce produit-là. Et c'est vrai qu'on avait un produit qui était un injectable lyophilisé sur des lignes de remplissage. Et c'est pas pour défendre le truc, mais c'est pour expliquer que voilà, qu'on devait produire à des tarifs qui étaient très, 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 très faibles. Alors après, est-ce que la maison mère les fabriquait au même tarif? Est-ce qu'ils arrivaient à les vendre ou pas? Et est-ce que c'est parce que ils avaient une pression de l'État sur le prix? Est-ce que c'est pour tout un tas d'autres critères? Mais ce qui est vrai, c'était que ça devenait un tour de force d'arriver à fabriquer ces produits-là pour le prix qu'on nous l'offrait finalement. Et que même quand on est sous-traitant, on a quand même besoin d'avoir un minimum de rentabilité pour le coup, même si on est sur des produits qui sont de très très forte valeur ajoutée, qui n'ont pas d'équivalence thérapeutique, il n'y a pas de générique, quoi, de trucs comme ça. Mais je comprends carrément le fait que Mimi dise on serait capable de le payer plus cher. Ah oui. Ça me fait un peu mal au cul, moi, perso. On Oui. vient de la perdre en plus, merde, elle est repartie. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, Vince, un peu pour commenter ou pour. Non, mais alors, on a fait le débat. Donc, sur le labo français, je le dirais à Émilie, je lui dirais, elle a bien fait. Il y a des cons partout et je ne vais pas défendre ce qui n'est pas défendable. Sur les ruptures, bah oui, on est toujours à la même chose. C'est-à-dire que les nouveaux produits, il y a rarement des ruptures parce que la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus sécurisée. Et sur les vieux produits, généralement, et c'est de moins en moins le cas, c'est plus les laboratoires qui les ont inventés au départ qui les commercialisent. C'est souvent des génériqueurs ou des sous-traitants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et vous avez tous entendu parler, c'est que quand la Chine s'éveille, le monde tous, et c'est très vrai, quoi. Quand il y a 400 millions de Chinois qui ont besoin de paracétamol ou qui ont besoin d'antibiotiques, et ben, il n'y a plus assez d'usines dans le monde pour produire les antibiotiques et apparemment, eux, ils sont capables de, alors, soit de les garder pour eux, soit de les vendre plus cher que en France. Et là, on arrive à des prix ridiculement bas sur certains nombres de. Mais c'est toute la politique de prix du médicament dont on a déjà parlé, hein, Ouais. où en fait, les labos pendant 25 ans, puisque les génériques, je pense que les pharmaciens, Marianne s'en souvient, Seb, tu devais être en officine aussi, moi j'étais en troisième année en officine. Les génériques ont décollé en France au moment, on va dire, la marque du Diantalvic qui est génériquée, où on avait la substitution, entre guillemets, obligatoire, ou quasiment. Alors, à l'époque, c'était pas tout à fait obligatoire. Et qu'est-ce que faisaient les labos? Bah, on diminue des prix sur des produits anciens et en contrepartie, vous me donnez un meilleur prix sur les nouveaux produits. Ouais. Et tous les ans, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on diminue les prix des produits anciens, quels qu'ils soient, très très anciens et peu anciens. Et ben non, ben on se retrouve dans une situation où on a des produits qui en effet peuvent plus être produits en France de manière rentable, donc ils sont produits à l'étranger. Et du coup, ben, on est plus prioritaire. Voilà, parce qu'il n'y a plus Je assez peux d'usines juste dans faire le une monde. petite remarque. Par exemple, là, on a eu un générique qui est passé de 76 € le Princep à 2,80 € générique. Je trouve ça ridicule de baisser autant, en fait. Ouais. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, mais l'État a accepté l'assurance. Mais non, mais là, c'est même pas, c'est des marchés hospitaliers, du coup. Donc, c'est un produit qui est purement hospitalier. Et en fait, les génériqueurs se tirent la bourre. Et moi, les marchés, les gens qui font les marchés ne devraient pas aussi se demander des baisses aussi importantes. Parce qu'après, on est sûr que ça va générer des ruptures. Parce que quand tu passes d'un produit qui coûte 76 € à 2,80 €, enfin, je veux dire, c'est. Oui.
Et quand Moi, on fabrique, on se retrouve à il aurait négocier dû au ouais, centième déjà. de centime, hein. Donc, Valou qui nous disait: «Je comprends pas pourquoi en tant que CMO, donc sous-traitant, la direction n'a pas arrêté la prod». Alors ça aussi, ça fait partie des miracles de la science et de la pharma. C'est qu'on parlait du corticoïde tout à l'heure, c'est un produit qu'on appelle MITM, qui est un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, parce qu'il n'a pas d'alternative franche, notamment pendant le Covid, où on sait que ça a été utilisé, bon, hors AMM, mais ça a été largement utilisé, les corticoïdes, pour tous les aspects anti-inflammatoires, anti-allergiques, enfin, tout ce qu'on veut là. Et que du coup, quand ils rentrent dans le cadre de ces Immunosuppresseur. médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, on n'a pas le droit de les arrêter comme on veut pour le coup. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une espèce d'équation un peu compliquée en tant que fabricant. Là, je suis dans le scope du fabricant. C'est de dire, j'ai un produit dont le prix est ultra dégradé, qu'on me demande de fabriquer avec toujours les mêmes niveaux de qualité pour rien du tout. Et en plus, si c'est pas rentable et que je dis j'aimerais bien l'arrêter, on me dit non, t'as pas le droit. L'équation devient compliquée quand même, hein, pour arriver à sortir quelque chose de correct, quoi. Voilà, juste pour répondre à Val. Oui. Là, on est allé pas mal dans la justification. Moi, je vous propose qu'on prenne les feedbacks de Mimi, notamment sur Ok. le coût du premium, parce que celui-là, je pense pas qu'on puisse dire grand-chose. Waouh. Et puis, je propose qu'on passe au roast suivant, sauf si, bien entendu, Marianne ou Seb, si vous avez des trucs à dire. Arrête de tomber dans la justification, Il est chaud comme une Christophe. baraque. Ouais, je sens que Seb, il est chaud, parce que je le vois, il prend des notes depuis tout à Non, l'heure. non, mais Là. par contre, je voulais revenir sur l'import, moi. Ce que tu disais, Mimi, c'est que du coup, tu te retrouvais avec des médicaments que tu devais importer parce qu'ils avaient été arrêtés. Donc la commercialisation avait été arrêtée en France et qui était par C'est ça. exemple encore OK en Allemagne. Et du coup, tu passais par l'Allemagne et ça te retrouvait à. T'en avais pour 30 fois plus Alors, cher. c'est pas moi, hein, c'est du coup des labos, enfin, c'est l'ANSM qui a autorisé des labos étrangers à commercialiser en France pour pallier, parce que c'est des médicaments justement aussi un peu indispensables, qui n'ont pas de générique, qui n'ont pas d'équivalent. Je parle notamment de l'Isuprel, on en a 2-3 comme ça, où du coup on se retrouve à devoir avoir des spécialités étrangères. Et là, c'est les prix étrangers, mais en fait, c'est nos prix de générique qui n'auraient jamais dû baisser autant, en fait. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. Ton exemple de 70 euros Il y pour en a 2 euros, ça n'a aucun beaucoup, sens. Christophe, d'exemples comme ça. Ouais. Mais alors On là, est beaucoup, mais on en mais parler régulièrement. On est dans. J'ai un exemple de Big Pharma, on va pas citer des noms, qui a récemment arrêté un médicament qui lui a rapporté quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est une paille pour eux. Ils ont trouvé un labo, puisqu'ils ont quand même un peu plus de contraintes aujourd'hui qu'il y a quelques années pour le remplacer, mais le labo qui, du coup, est un labo français, entre guillemets, ou en tout cas qui a une filiale en France, qui l'importe. Il l'importe de l'étranger, et je ne sais plus combien il lui a mis, mais il lui a mis x10 ou x15 dans. Ah oui, là, à chaque fois, c'est ça, c'est x15. Après, c'est comme ça, hein, mais du coup, nous, ça n'a pas été anticipé au niveau des remboursements des tarifs hospitaliers. Les tarifs hospitaliers, ils sont basés sur des prix très bas à cause des génériqueurs. Ils nous les ont baissés tous les ans parce que c'est vrai que les médicaments ne sont pas remboursés à l'hôpital, ils sont inclus dans le forfait hospitalier, à part les médicaments remboursés sur la liste en plus. Et du coup, vu qu'ils se tablent sur des tarifs très bas, dès que les tarifs commencent à augmenter, il faudrait que les forfaits hospitaliers suivent, en fait. Ouais. Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre. En officine, on se retrouve aussi avec des augmentations de produits pareil, parce qu'à force de ne plus avoir des produits à 1 euro, 2 euros, on les fait faire en préparation magistrale et on se retrouve à vendre des produits à 26 euros. On en a parlé pendant le live react sur du coup, de la solution de la préparation magistrale qui était présentée comme étant presque qui une coûte solution. 10 fois plus cher Ah oui. que la solution industrielle. Donc, en fait, On passe d'un extrême à l'autre. Mais oui. On passe d'un extrême à l'autre et ça n'a plus aucune cohérence, ça n'a plus de sens. Alors là, c'est pas plus pour. de sens de baisser autant les prix des médicaments pour finalement s'approvisionner sur des filières qui coûtent beaucoup plus cher que même qu'un princeps, quoi. Mais ça veut dire qu'on a de la concurrence entre les États européens au sein même. Je dis pas que c'est les pouvoirs publics qui doivent bosser là-dessus, mais j'ai du mal à comprendre le fait que se disent tiens, la France décide d'arrêter tel médoc alors qu'elle en a quand même encore un peu besoin, la preuve, et l'Allemagne continue comme des cochons et ils se causent pas, les gars, pour se dire bon, il y a peut-être moyen d'avoir un truc un peu plus harmonisé. C'est pas la France, c'est le labo qui Mais- arrête. Le labo, il dit stop, c'est plus rentable, on arrête. Comme ça de son propre chef et à aucun moment donné oui. l'ANSM où les gens se disent bon bah tiens finalement le Solumédrol vous n'avez pas le droit de l'arrêter. C'est là où j'ai. Alors pas bizarre, le Solumédrol peut-être pas parce qu'il est seul et il n'y a pas d'alternative. Ouais.
mais il y a plein de molécules qui sont Ok, arrêtées. ouais. Je sais plus, je crois que Biogarant arrête le générique du Gaviscon. Pourtant, on a passé des caisses et des caisses parce que déjà, je crois qu'ils n'ont plus de matières premières et puis c'est plus rentable du tout. Ouais, Donc voilà, donc on repasse sur le Gaviscon, sur le Princeps. Aucune cohérence. là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Oui. Je te propose qu'on passe à ton roast. Merci Mimi, en tout cas, Oui. c'était super. Donc Marianne Le Chertier, donc moi je suis pharmacien, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie, donc je connais un petit peu l'industrie, dans le marketing et la vente, en France et à l'international, dans des laboratoires éthiques et également le mastodonte L'Oréal à l'international. Donc après ça, je me suis réorientée en officine et j'ai acheté ma pharmacie et depuis 18 ans, je suis pharmacien titulaire. Moi, ce qui m'a le plus marqué en arrivant en officine et en sortant de l'industrie, c'est qu'en fait, l'approvisionnement en pharmacie est super compliqué, mais comme à l'hôpital, hein. Et moi, c'est l'image en fait que j'ai de l'industrie du point de vue de l'officinal. C'est qu'en fait, on doit négocier quasiment tous les jours avec tous les labos sur chacune des commandes, les quantités, les remises, les conditions croisées. Et est-ce que tu me reprends les périmés? Et oui, et non, et peut-être, et si tu me fais ci, alors tu me fais mon lancement, et allez, tu me fais mon lancement. Je sais que ça va pas marcher. Pas drôle. Oui, on sait que ça va pas marcher là, le lancement machin. Écoute, tu m'en fais 20, c'est pas grave. La prochaine fois je reviens, je te les reprends en périmé, je te les remplace par du coffre. Mais au moins tu me fais mes 20, je touche ma prime et c'est bon. Et on est quitte. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est plutôt le discours des gros laboratoires, voilà, qui viennent avec leurs gros sabots après leur séminaire de lancement de produits, euh, faire leur prime, de commerciaux. Qui essayent de nous en mettre plein la gueule, des wagons et des wagons de produits. En nous imposant, voilà, donc j'y vais franco, hein. Vas-y, Faut c'est le but. dire les choses pour se parler crûment. Voilà, en échange donc là je parle des gros laboratoires, hein. En échange de remises sur les produits, les leaders qui tournent et dont on ne peut absolument pas se passer. Et évidemment que là-dessus on a besoin d'avoir de la remise et de la marge. Les gros labos vous imposent leurs sorties qui seront peut-être des succès, mais pas tout le temps. Donc, ils vous imposent leurs produits, donc de mettre en jeu votre trésorerie avec des conditions croisées. J'ai Alors, juste une remarque. Non, Vince, après. Non, Vince, après. Non, Non, c'est Vince. important. Non, Aide de médicaments Vince. remboursés ou de Non, médicaments OTC non, Vince, ou de après. produits. Ils ont micro là. non, je parle de Vas-y, Marianne. l'OTC. Je parle de l'OTC. Mais pas que. Non. Non. Grand labo français qui nous fait des conditions croisées sur du vignetté. Des conditions premium, tu veux dire? Ouais, Avec des le cadre de conditions Marrakech. premium croisées avec l'OTC. Voilà. Donc, vous me ferez 1400 boîtes d'OTC et vous garderez votre remise sur le vignetté. Et comme c'est des énormes sorties, évidemment qu'on ne peut pas passer à côté, quoi. On est obligé d'accepter les conditions. Donc ça, c'est les gros travers des gros laboratoires, on va dire. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que de plus en plus, on a des gros soucis de livraison. Les produits ne sont pas livrés et par contre, ils sont facturés. Alors, en ce C'est du moment, vol, on ça. passe notre temps. Je passe mon temps à aller à la pêche aux dates de facturation et à vérifier à quelle date on a reçu nos produits. Et des fois, c'est des différences de plus d'un mois. Donc, à l'échelle d'une pharmacie, c'est très impactant, hein.
Donc, on a reçu la facture, on est bien facturé, mais les produits, on les a pas. On les a pas, on les a pas, on les attend pendant un mois, toujours pas. Voilà, tu relances le labo, le temps qu'ils réagissent du pourquoi, du comment on n'a pas eu les produits, bah, toi, tu es facturé. Donc, voilà, c'est un boulot monstrueux. Il faut rappeler le labo, faut bloquer la commande, faut bloquer la facture, le paiement à la banque. Faut expliquer pourquoi, etc. Quand ils te relancent, ils t'envoient leur courrier de leur service de recouvrement. Parce qu'en plus, on t'envoie le service de recouvrement parce que tu n'as pas payé tes factures de produits que tu n'as pas reçus. Voilà. Les périmés, ben là aussi, ça se corse de plus en plus. Où maintenant, je ne vais pas le nommer, hein, mais un gros laboratoire français qui chapeaute, je sais pas, 50% de la parapharmacie, qui aujourd'hui nous demande de rentrer pour nous faire un avoir sur nos périmés, nous demande de rentrer sur leur site internet, boîte par boîte, le lot, le numéro de lot et la date de péremption, boîte par boîte. C'est-à-dire, on n'a pas assez de travail. Voilà. Et enfin, je terminerai sur les gros laboratoires, sur les BRI. Alors, c'est le nouveau sport national, les BRI en pharmacie. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous proposent des offres pour les clients. Donc, ce mois-ci, sur tel produit, on va faire une offre client à moins 2 € en caisse. OK. Donc, le laboratoire rattrape, mais c'est au pharmacien d'aller. Alors là, c'est une machine monstrueuse, une machine de guerre. Il faut qu'on aille sur chaque site de chaque laboratoire, aller réclamer ces BRI, leur envoyer les scans des ventes pour récupérer les fameuses BRI. Et donc, juste récupérer sa marge, quoi. C'est quoi les Donc, en BRI, juste fait, pour définir ce que c'est? alors, les BRI sont des offres promotionnelles pour les clients. C'est-à-dire que tu as une crème à 12 €, BRI de moins 2 €, c'est un moins 2 € en caisse. Ok, c'est un bon de Donc, le réduction, client quoi. passe Ok. en caisse, c'est un bon de réduction, oui, Ok. pardon. Tu lui fais moins 2 €, mais derrière, c'est toi qui perds les moins 2 €. Si tu veux les rattraper, si tu veux te faire rattraper l'opération commerciale par le labo, il faut aller sur le site internet et ça prend mais un temps fou. C'est monumental. Plus Time la out, pression. Donc voilà. Marianne. Tu as eu un petit bonus. Hein. Je retiens que les officines sont les banques des industries pharma, du coup. C'est vous qui faites les avances de trésor, tout ça, c'est sympa, hein, franchement. Non, c'est fou aussi, ça, quand même. Ah, ça se corse, ouais, ça se corse beaucoup. Ça se corse beaucoup. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et à côté de ça, je terminerai juste là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup, beaucoup de startups qui lancent plein de petits produits, enfin, ou des produits, la XIème gamme de compléments alimentaires. Et voilà, moi j'en connais parce que entre autres, j'ai ma propre start-up. Donc je les vois, les pauvres, qui galèrent parce que c'est super dur de s'imposer en officine face à des gros labos qui en fait ont des produits, ont des produits leaders dont on ne peut pas se passer, et qui deux vous imposent leur lancement. Qui, même si vous ne voulez pas les faire, de toute façon vous êtes obligé de les faire parce que comme il y a des conditions croisées, au final les pharmacies sont blindées, et comme on ne peut pas pousser les murs, difficile parfois de faire les bons choix C'est limite de la vente et des forcée, choix ça, qui hein. ont du sens. Enfin, ou pas loin. La façon dont c'est dit, il y a un côté prise d'otage quand même dans la façon dont les conditions commerciales sont négociées. Vince, est-ce que tu veux... Je suis sûr que tu as envie de rebondir. Bon, Vince, à un moment, je t'ai mute, je te le dis. Alors, Hein. je connais mal Lofine, hein, honnêtement, un petit peu à travers Flo, mais et je sais que elle se détache autant que faire se peut. Et je pense que Marianne fait la même chose de plus en plus des gros labos. Et bon, c'est compliqué de se passer, comme disait Marianne, du leader français de la dermocosméto, quoi. Et des suivants, d'ailleurs, des autres Français en dermocosméto, c'est aussi compliqué de s'en passer, hein, parce qu'ils ont quand même des produits qui sont tellement ancrés auprès des médecins, mais aussi des patients, que finalement, vous avez de la demande et vous êtes obligé d'y répondre, quoi.
pour moi, c'est quand même symptomatique. En fait, ce qu'on n'a pas parlé sur la première partie, c'est que la pharma, depuis 20 ans, moi, quand je suis arrivé, il y avait 2, 3 usines qui produisaient dans le monde. Et vous aussi, on en a discuté dans les lives précédents, les garçons, il y avait du stock. Aujourd'hui, la politique en termes de prod, c'est pas de stock et une usine dans le monde. Donc, tu as un souci, tu as une inondation, bah, ton usine est out et le temps de la remettre sur pied, de revalider tous les trucs, tu en prends pour 1 an, 18 mois, 2 ans avant que ton produit soit disponible. Tout ça pour dire que aujourd'hui, ce que j'entends, ce que raconte Marianne, mais ce que je sais par ailleurs, c'est qu'en fait, ils appliquent des principes de la, entre guillemets, on va encore taper sur eux, mais de la grande distribution, quoi. Eh ouais. C'est-à-dire, en effet, je ne sais pas si c'est de la vente forcée ou pas, mais tu veux mon produit leader, il faut que tu prennes mes marques mineures. Point barre. Voilà. Ça, c'est triste quand même. Mais c'est parce moche, qu'on hein, on est c'est sur moi, du produit de ouais. santé. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre, je sais pas, Leclerc, Carrefour ou Auchan, il faut en citer 3. Mais entre la centrale d'achat négociée par les grands distributeurs et puis le produit pharmaceutique, enfin, je sais pas, je suis naïf là-dessus, mais je me dis qu'il y a un petit côté un peu plus noble quand même, quoi. Je veux dire, on est dans le produit qui sauve des gens quand même un peu plus qu'un 4 quarts papier brossard, quoi. Donc, mais j'adore le 4 quarts papier brossard, hein, je veux dire, mais Reperdu Après, Émilie. c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui permet de sortir de ça? Alors, là, je suis mal placé pour y répondre, mais je pense qu'il y a quand même des très grosses pharma qui jouent le jeu, beaucoup. On discutait avec 1 ou 2 personnes que je connais qui ont des très très grosses pharma. Bon, voilà, hein, ils ont tous les ans pas mal de produits entre guillemets qui partent à la poubelle, qui commandent, qui savent très bien qu'ils ne sortiront jamais, mais pour avoir les remises sur les autres, voilà. Et ça part entre guillemets en perte et profit. Donc en effet, il y a certainement, je sais pas comment assainir les choses parce que en fait, alors, je ne sais pas quel est le statut. Alors l'OTC, enfin l'OTC c'est du médicament, mais les crèmes, voilà, il y a de la cosméto, il y a de la cosméto médicamenteuse. Enfin, voilà, il y a des choses en ouais. plus. C'est ça le problème, c'est que le labo dont tu parles, ils ont à la fois de la cosméto pure et de la cosméto médicamenteuse. Voilà. Donc certainement qu'il y a des choses à assainir, hein. Ah, ça c'est clair. Ah bah là, si pour le petit bonheur du bonus du commercial, il faut qu'on produise des trucs qu'on sait qu'on vendra jamais, même ne serait-ce que sur la côté développement durable et écologie, ça pique un peu le cul, hein. Ouais. Le principe de Oui. base d'avoir Ah mis toute bah la valeur moi, ajoutée, c'est horrible. moi clairement, hein, moi j'ai des commerces. Ah, On a les petits freeze. non, Pour la prime tu peux que j'ai répéter, touchée. Marianne? On a eu un Et petit freeze, on Marianne. a- Est-ce que tu peux répéter ta ouais, dernière phrase? Il y a eu on- 3 secondes Ah de pardon. freeze. Non, je dis clairement, j'ai des commerciaux qui me disent, Marianne, tu me fais mes 20 boîtes, tu me fais mon présentoir, voilà, parce que en gros, ils sont primés dessus. Moi, je repasse dans 3 mois, je te les reprends, il n'y a pas de souci. Voilà, on s'arrange. C'est très moche, mais Sachant qu'on les vendra jamais parce que c'est pas le produit du siècle, quoi. C'est ça, en gros. ça, est-ce que c'est un problème des labos? C'est un problème des personnes? On a un problème sur Discord, là, tout le monde est en train de. Ouais. Mais parce que est-ce que les labos disent à leurs commerciaux faites comme ça? Ou Non, c'est les gens non, qui ont ces Non. mauvaises pratiques? non, Parce que des non, je connards, il y en a pense que, partout, hein, on va je pense utiliser que- des termes, quoi. Des connards, il y en a partout, hein. Et toi, juger non, mais en fait, l'industrie pharma sur les c'est le côté, gens. Tu te c'est le défends. Oh, attends, c'est la première fois, hein. c'est le côté pervers, c'est un peu le côté pervers voilà, des campagnes marketing où il faut lancer les produits et puis vous serez primé dessus et voilà. Et nous, on arrive derrière. En fait, on a des besoins, qui sont d'avoir de la remise sur l'ensemble des produits qui tournent énormément à la pharmacie. Et on est face à quelqu'un qui doit faire son objectif. Donc, En, au bout d'un moment, ben, on trouve des accords entre nous, quoi. en fait, quand tu Où dis tout le ça, monde y trouve son compte. ouais, quand tu dis ça, Marianne, moi j'ai l'impression, et je découvre, même avec les lives qu'on a pu faire sur Vine, sur PLFSS 2023, 2024, etc., moi il y a un truc que j'ai de plus en plus l'impression, c'est qu'en fait on ne paye pas la réalité du médicament, parce que
Il y a des campagnes de tiens, je te baisse ça et je te monte ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des officines, que ce soit aussi au niveau des hôpitaux, ce que peut nous dire Mimi. Et en fait, j'ai l'impression qu'on paye de moins en moins. L'argent ne va pas sur le médicament qui est réellement utile ou qui coûte cher à produire. Ça va de plus en plus sur d'autres critères. Et du coup, on a des médicaments où en fait, qu'on paye plus rien, qui sont importants, et on a des médicaments qui sont peut-être moins importants, qu'on paye plus cher, quoi. J'ai l'impression que il y a plus de correspondance entre les coûts de production d'une part, l'intérêt d'une autre part, et ce que vous payez et ce que nous on vous vend, quoi. J'ai l'impression que c'est quatre trucs qui se parlent plus, quoi. Ouais. C'est mon C'est vrai que sentiment, des fois, on hein. voit et des fois, on voit des boîtes de médicaments. Effectivement, c'est vraiment pas cher. Et je me dis, mais même enfin, comment ils arrivent encore à vendre un truc aussi peu cher, Ouais. quoi. Bah, ils sont La pas dernière rentables. fois, la dernière fois encore, il y a un labo qui m'a envoyé par erreur un énorme carton de, je sais plus, 200 boîtes, qui en plus avait été manquant quelques semaines avant. Donc j'ai reçu le truc, j'ai dit, bah non, je vais me stocker pour un an. Je leur ai dit, vous faites passer un transporteur, vous reprenez. Oh non, de toute façon, c'est tellement pas cher, mettez tout à la poubelle. On vous fera un Oh là avoir. là là là. Quelle horreur! C'est-à-dire que ça Quelle leur merde. coûte plus cher de faire venir un transporteur que de jeter toute la cam, quoi. Sur Franchement, un produit qui a été manquant enfin, 2 ouais. semaines avant, enfin 2 semaines, 2-3 semaines avant. C'est horrible. Nous, avec C'est horrible. Enfin, avec Christophe, on connaît le prix de prod. Par Jeter rapport- des cartons entiers, ça fait mal au cul, Oui. et même ne serait-ce que pour les gens qui l'ont fabriqué, hein, aussi naïvement que ça aussi. Oui. Tu te dis c'est n'importe quoi, ou l'impact environnemental, ou tout ce qui est. Waouh. Parce que derrière ce que ouais. vous voyez, il y a parfois des tonnes de matières premières que vous voyez pas, hein. Et de me dire, là, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu parfois, on paye pas la réalité de la chose. On le dit souvent aussi pour la partie carbone, on paye pas l'avion au niveau de son carbone, mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi. Tiens, Mhm. il y a Mimi qui est en train de revenir. Intéressant. Je sais pas, Seb, Vince, je sais pas si vous voulez rajouter des choses. C'est bon, Mimi, on t'entend. Oh mon Dieu. Oui, on te perd, on te retrouve, mais Mais on te t'entend. À retrouve. la limite, mais peut-être pas ta caméra, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de débit. Non, mais en fait, je suis repassée sur mon ordi en Wi-Fi, ça remarche. Ah, on Donc, va c'est très génial. bien. Ah, on n'est pas strike par l'hôpital de Marseille. Alors, c'est Voilà, cool. c'était juste le réseau qui vous aimait pas, le Wi-Fi vous aime. Ah, ouais, d'accord. Très bien. Seb, Vince, des choses à rajouter sur le roast de Marianne? J'avais juste un truc. Ouais, vas-y, Du coup, vu que j'ai loupé. Voilà. Est-ce que tu es impacté aussi par les surcoûts énergétiques? Nous, les Oh labos, oui. nous impactent de ça. Du Alors. coup, genre surcoût énergie, surcoût, je sais pas quoi. Du coup, en gros, toute l'inflation, ils essayent de nous la rebalancer par des frais de port, par des limitations en nombre de commandes, etc. Alors, le LEM, on produit, il y a quelques temps, on fera un jeu dessus d'ailleurs, le bilan économique de l'industrie pharma en 2023, et parmi les premiers slides, donc ça vous le trouvez sur internet, hein, bilan économique LEM 2023. Dans les premières pages, vous allez retrouver des histogrammes qui sont assez intéressants, qui montrent à la fois le coût des matières premières et le coût de l'énergie. L'industrie pharma, c'est un peu comme tout le monde, hein. On paye notre énergie beaucoup plus cher, on paye nos matières premières beaucoup plus cher. Et nous aussi, on a été en rupture, hein. Quand on parle de rupture, nous aussi, on a été en rupture d'énormément de choses ces 2-3 dernières années. Donc, mais par contre, ce qui moi me pose question, Mimi, par rapport à ce que tu dis, c'est que même si nous, on a dû dépenser plus d'argent, on a toujours vendu au même prix, hein. Nous, on a des labos qui nous ont carrément fait des lignes. C'était même pas la ligne au produit, c'était une ligne en bas de facture, genre surcoût énergie, bam. Oui, bah, produisons. Non, Ouais. on n'a pas encore Toi, ça en c'est différent à officine. l'hôpital, mais Et voilà, en fait, c'est l'hôpital parce que c'est un statut un peu particulier, des négociations un peu particulières. Là où ce que tu dis, Marianne, c'est que vous, à l'officine, vous l'avez pas, ça. Non. Donc, Mimi, Pas encore. dis-toi que tu payes, Marianne, ils ont augmenté, tu payes pour Tu l'officine. payes pour les autres, ouais. Marianne, ce que j'ai entendu moi en officine, c'est que tout ce qui n'est pas soumis à négociation avec le CEPS, donc tout ce qui est non vignété, ça a quand même fortement augmenté. Vous êtes pris 2-3 augmentations dans l'année, là. Ah oui, ouais, tout a augmenté, C'est délirant, hein, enfin, je sais pas, il y a 3-4 ans, des pastilles, ça dépassait pas les 5 €. Aujourd'hui, on a des pastilles qui sont à 10 €. Et c'est des trucs qui sont C'est non remboursés? entre 8 et 10 €.
Non remboursé, oui, mais une boîte de pastilles, Ouais, ouais. Mais par quand contre, les même. trucs qui sont intéressants, importants, qui sont remboursés, eux n'ont pas bougé. Soit ça a baissé, soit il y a des Ouais. petites revalorisations, mais bon, c'est Non, vraiment, Les tarifs de ridicule. remboursement, en général, ils augmentent pas, hein. ouais, mais vous voyez, là, Non. on revient sur le même problème que je disais tout à l'heure. On paye pas là où les choses sont importantes, parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui n'est pas important, je schématise. Ce qui n'est pas important n'est pas remboursé, on peut l'augmenter. Ce qui est important est remboursé, on n'a pas le droit de l'augmenter. Par contre, nous, C'est la industriels, variable d'ajustement, en fait, hein. bah oui, mais et Ouais, nous, c'est ça. industriels, on a payé nos matières premières beaucoup plus cher, on a été aussi en rupture, donc on a eu des coûts de main-d'œuvre qui n'ont servi à rien et de structures, etc., qui n'ont servi à rien. On a dépensé, on a brûlé de l'argent pendant le Covid et après le Covid de manière assez forte. Et nos matières premières ont explosé. Je vais vous mettre dans le chat le rapport du bilan économique si vous voulez regarder, mais je trouve ça super intéressant et on fera un jeu caout là-dessus, comme ça vous aurez le temps de réviser un petit peu. Mais non, mais ça confirme qu'on paye pas ce qu'on devrait payer Ouais, c'est et pas c'est équilibré. complètement déconnant, quoi. Ouais. C'est pas important, c'est pas remboursé, c'est payé plus cher. Mais nous, à l'hosto, c'est vrai qu'on se retrouve entre deux feux parce qu'avec des surcoûts par les fournisseurs, nous-mêmes à l'hosto, on s'est pris 1,5 million de surcoûts énergétiques à l'hosto même, de dépenses énergétiques. Et par contre, les tarifs hospitaliers qui n'augmentent pas. Ouais. C'est un moyen de faire baisser les dépenses de santé. Ouais, sauf que les Ouais, c'est patients, douteux, ils hein. viennent pas moins, hein. Non, mais Hop, je Ah vous bah, mets le lien. c'est l'autruche, c'est quoi. pas évident, hein. Ouais, L'autruche, c'est ça. c'est non, non, il n'y a pas de malade, on ne veut pas les soigner. Moi, je C'est un dis, peu c'est à ça. cause des médecins, parce qu'il y a trop d'arrêts de travail. Du Ah, coup, tiens. allez, on fera un roast des médecins un coup. Seb, est-ce que tu es prêt, Seb? Ah ça serait pas mal. Merci Marianne, en tout cas, c'était top. C'est top. Ah, dur de répondre à tout ça, mais ouais, ça pique le cul, hein, comme on dit. Bon, je rappelle les règles. Ouais. On a 5 minutes où enfin, Seb va parler, on n'a pas le droit d'intervenir. Je coupe pas ton micro, Vince, mais bon, tu t'as compris, quoi. Non, mais je voulais juste, c'était important que Marianne précise entre l'OTC et les médicaments Et le remboursés, c'est pas rembourser, tout ouais. à fait. Mais Elle je m'a redis boosté en juste me disant que que je redis un juste laboratoire que français c'est international, Pourquoi j'ai ouais, relancé? on fait les deux. Voilà. ouais, croisement entre les 2. Médicaments, remboursés, plus qu'on vend tous les jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour avoir de la remise, hop là, ils nous remettent un wagon d'OTC, obligatoire. Sur du paracétamol, par exemple. Ouais, ouais. Qu'on fabrique en négociant les Antibodone. tarifs au dixième de centime Ouais, près quand on est fabricant, hein. Pour avoir fabriqué des boîtes de paracétamol exactement. pour des génériqueurs, nous, on Bah non, mais négociait les ça c'est prix sûr. au dixième de centime, hein, je parle, hein. Bah non, mais moi, je vois combien je le paye, hein. C'est sûr que c'est ridicule, en fait. Ben voilà. C'est- T'imagines à fabriquer, hein. Et ça reste un médoc, hein. Il y a les mêmes notions de qualité. C'est pas aussi Et en fait, complexe avant, qu'un il était flacon, mais gratuit même. Il ben, pouvait pas continuer d'être gratuit, donc ils nous ont fait un tarif qui frise la gratuité, quoi. ben ouais, ouais, c'est ça. Mais ça reste un produit dur, enfin pas évident à fabriquer avec tout un tas de choses. Donc c'est Qui coûterait pour le moins côté cher. fabricant, c'est pas évident. Il coûterait moins cher s'il était gratuit, parce que t'as pas les frais bancaires, quoi. Tellement le truc, il fait Ouais, le n'importe truc, quoi. il vaut vraiment rien du tout, quoi. C'est fou. En tout cas, il C'est ça. coûte moins qu'une baguette de pain ou quoi que ce soit. Seb, est-ce que tu es prêt? Yes. Donc, tu te présentes pendant 2 minutes, et puis Un dès grand que tu écran. lances ton roast, tu me le dis, et puis je mets sur la caméra qui va bien. Ok, bah écoutez, déjà merci beaucoup pour l'invitation, hein. C'est sympa de se revoir et courageux de votre part aussi d'accepter quelques critiques sur votre job, quoi. Donc merci et bravo à vous. Ouais, bravo à Euh, vous d'être venu, parce que Oui, c'est courageux des deux côtés, je courage trouve. partagé, ouais. Oui. donc moi, on s'est rencontrés un peu tous lors de nos études de pharma, hein. J'ai fait pharma à Limoges et c'est vrai qu'il y avait quelques rapprochements à l'époque entre les Dijonais, les Tourangeaux, que ce On soit parlait en pas beaucoup de AG. médicaments à l'époque, hein. Ouais, non, pas trop. Ouais, effectivement, c'est venu sur le tard, que ce soit en AG, au CRIT. Donc sinon, moi, dans mon parcours, j'ai fait la filière industrie, mais plus pour faire de la recherche, avec une volonté de faire de l'enseignement par la suite. Et donc j'ai fait une thèse d'université à Limoges avant d'être recruté à Angers, jeune maître de conférence, et pour finir doyen de la fac de pharma à Angers, et de perdre les rares cheveux qui me restaient.
Donc aujourd'hui, je suis responsable de la filière officine, essentiellement sur Angers. J'ai monté un master qui s'appelle VRO pour valorisation de la recherche officinale. L'idée étant de former des chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont une pratique à l'officine pour justement évaluer ce qu'apporte le pharmacien en termes de santé publique et d'accompagnement du patient pour venir aussi en soutien des négociations avec l'assurance maladie pour rémunérer justement le pharmacien d'officine au regard de ce qu'il peut apporter, en plus de délivrer, dispenser des médicaments, au quotidien et qui est peut-être, voilà, sous-évalué et non reconnu parce que, non apparent, non écrit, non publié aujourd'hui. Et ça, juste, sans en parler pendant 20 ans, mais ça m'intéresse que c'est assez atypique. Est-ce que c'est Angers va être un peu précurseur là-dessus? Il y a une volonté au niveau plus national que ça se développe, ce côté, recherche lié à l'officine? Parce que c'est vrai que quand on parle recherche ou quand on imagine recherche, on est toujours très, très lié à l'hôpital finalement. C'est assez intéressant ce que tu nous c'est un peu nouveau, quoi. Oui, c'est effectivement un peu nouveau, ça commence à se développer un petit peu partout. Effectivement, Angers, est un peu en avance dans ce domaine-là parce qu'on a mis en place un master et qu'on crée une équipe de recherche aujourd'hui, d'ailleurs avec des collègues de Nantes, de Rennes, du Grand Ouest, on va dire. Mais on sent que c'est quelque chose qui commence à se développer parce qu'on a des étudiants qui ont été formés à Angers, qui ont fait le master, qui, sont repartis à Lille, par exemple, je sais qu'il y a des personnes à Dijon également qui ont une activité officinale et qui font de la recherche avec des thèses, des collègues à Grenoble. Donc on sent que c'est quelque chose qui est en train de se développer et on est justement aussi en train de négocier avec les ministères pour développer un nouveau statut d'enseignant-chercheur qui auront une valence hospitalière, comme peuvent l'avoir les médecins généralistes, une valence officinale, pardon, lapsus, comme peuvent l'avoir les généralistes pour les médecins en fait. Et donc un nouveau corps d'enseignants-chercheurs qui exerceront, qui pourront être titulaires ou adjoints et qui enseigneront à la fac tout en développant des projets de recherche essentiellement cliniques. Il y a Malika Alsace qui nous dit dans le chat, c'est très bien. Ouais, très intéressant ça. Ouais. Ça peut-être limite le coup d'en faire un live ou un truc Ah, on sur pourra, un live orienté recherche et tout ça, ça donne des idées, je trouve. Avec plaisir. Ouais. Très intéressant. Bon, On est je pense parti, qu'on va prendre C'est cher. parti. Allez, Allez, c'est go. parti, 5 minutes. 5 minutes. Bon, il y a beaucoup plus qui ont été dites, je vais pas trop répéter. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui font qu'aujourd'hui, l'industrie a peut-être mauvaise presse dans l'opinion publique et dans le monde de la pharmacie d'ailleurs, puisqu'on a vu les expériences de nos consoeurs à l'hôpital ou en officine précédemment. Dans les domaines que je connais plus déjà, qui est celui de la recherche, euh, très clairement, on voit l'influence que peut avoir l'industrie sur la recherche médicale en finançant des études qui favorisent leurs propres intérêts plutôt que ceux du patient directement et en décourageant des études sur des produits moins rentables et parfois potentiellement plus efficaces finalement. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a la recherche publique hein, via les PHRC par exemple qui permettent d'évaluer on a certains médicaments qui sont peut-être moins rentables pour l'industrie. Et ça, c'est probablement dommage parce que ça pourrait justifier peut-être de négocier auprès des autorités, de payer davantage certains médicaments anciens si on prouvait qu'ils ont une efficacité dans d'autres indications, par exemple, plutôt que de rechercher forcément des médicaments innovants, des biothérapies qu'on va payer fort cher, mais qui finalement n'ont peut-être pas le bénéfice escompté. Bon, il y a une question d'éthique, on l'a pas évoqué ce soir, mais il y a quand même eu de multiples scandales qui ont fait tache sur l'industrie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire un amalgame et de mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense qu'il est important de dire que tous les industriels ne sont pas des pourris. Et pour autant, il y a quand même eu un certain nombre d'affaires qui ont taché sérieusement l'image de l'industrie. On voyait bien que l'argent passait vraiment avant le patient, en l'occurrence. Plus des disséminations d'effets indésirables graves. D'ailleurs, il y a bien une discordance dans la pharmacovigilance entre ce qui est rapporté par le laboratoire et ce qui est rapporté par les CRPV. De manière assez surprenante, il y a toujours plus d'effets indésirables via les CRPV que via les
service de pharmacovigilance des industriels. On ne parle pas des données d'essais cliniques qui sont manipulées pour finalement on va supprimer tel ou tel patient à la méthode du professeur Raoult que vous avez évoqué tout à l'heure, avec des pseudo-experts qui sont parfois recrutés pour essayer de faire des études ou des communications, des lobbying. Et ce lobbying excessif, il est dans tous les milieux politiques, milieu financier, au niveau des ministères, des députés en permanence, avec un chantage d'emploi. Si on ne va pas soutenir telle ou telle industrie. Et l'exemple type, c'est le paracétamol. Aujourd'hui, paracétamol qui n'est pas génériqué, par exemple, quand même, voilà, c'est assez surprenant finalement. Si voilà, on regarde un grand laboratoire français qui fournit des produits de paracétamol, qui va relocaliser d'ailleurs, on en parle tant. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi de l'OTC et cette stratégie aussi de l'industrie qui va changer le statut de certains médicaments, alors qui, bien sûr, alors, parfois sont même remboursés d'ailleurs, mais en passant d'un produit avec une AMM, donc il y a un médicament qui va devenir subitement un complément alimentaire ou un dispositif médical avec des contraintes qui sont bien moindres au niveau réglementaire hein, pour obtenir l'AMM, avec des études souvent beaucoup moins poussées, et puis une pharmacovigilance qui est quasi inexistante. Hein. C'est plus un médicament, l'observation de l'hiatrogénie, bien sûr, arrange aussi le laboratoire. Mais finalement, moi, le plus gros problème que je vois aujourd'hui à l'industrie, Il y a pire. c'est la mise sous dépendance qui est générée auprès de l'ensemble de la société, finalement. Bon, je ne vais pas reparler des ruptures, on en a déjà parlé, mais il faut parfois, à la limite, se prostituer pour avoir une ou deux boîtes d'un produit pour aider les patients. Et ça, vraiment, c'est scandaleux. On voit bien qu'il y a clairement aujourd'hui une orientation vers le profit et pas vers l'aide aux patients, avec des prix des médicaments qui sont parfois exorbitants. On parle des médicaments qui ne sont pas chers et effectivement, c'est probablement anormal que certains médicaments très utiles aujourd'hui, comme les corticoïdes ou d'autres, soient vendus à un prix de misère parce qu'ils sont absolument nécessaires, ou l'amoxicilline ou d'autres. Mais il faut quand même rappeler que ces prix émanent d'une négociation entre les laboratoires et l'État, malgré tout. Donc, il serait quand même envisageable que l'industriel demande à l'État de payer davantage ses produits en faisant des efforts sur d'autres produits qui sont payés des sommes astronomiques, parfois des milliers, des dizaines de milliers d'euros, pour des anticancéreux, par exemple, dont le bénéfice est parfois tout relatif, avec des AMM octroyés sur des phases 2, des phases 3 qui sont ensuite négatives, et le médicament est toujours sur le marché, toujours prescrit, pour un bénéfice qui est parfois limité, quoi. Et donc la stratégie des industriels est quand même discutable, en ce sens que elle s'oriente vers des médicaments soi-disant innovants, hein, et l'innovation est toute relative, mais parce que finalement ils vont pas être génériqués, ils vont pouvoir bénéficier d'un monopole pendant des années sur ce produit-là pour le rentabiliser. Et c'est important de rentabiliser aussi l'innovation et faire bénéficier les patients lorsque les produits en valent vraiment la peine. En tout cas, ça met aussi à mal nos finances publiques, ça met sous dépendance industrielle, et je ne parle même pas des pays en voie de développement qui n'ont pas accès à ces produits, puisqu'ils n'ont pas souvent les moyens de les payer. Bon, le marketing agressif, également, des médecins avec les congrès dans tel ou tel pays ensoleillé, la mise sous dépendance avec le marketing des pharmaciens, elle existe aussi. Je pense que Marianne en a largement parlé, avec les gammes qui sont imposées pour les pharmaciens, avec des références parfois de produits totalement inutiles,
avec un marketing qui est fait où sur des compléments alimentaires ou des DM, où on va suggérer une indication particulière en mettant des mots bien pompeux comme confort digestif, comme bien-être ou que sais-je, qui ne veut strictement rien dire, mais qui va induire une indication pour un produit qui n'en a pas, puisque c'est pas un médicament de toute façon. Et ça, c'est pour moi de la manipulation, quelque part, à la fois du consommateur, et on oblige le pharmacien à être complice de ça en obligeant à référencer ce produit. On va même plus Temps loin, parce que dépassé, maintenant, Seb. sur les assos de patients que l'industrie va infiltrer pour que soit pris en otage en faisant miroiter des bénéfices exagérés de leurs produits qui vont à leur tour pleurer auprès des ministères pour qu'ils soient remboursés. Et évidemment, c'est une pression. Je terminerai juste en parlant des étudiants, parce que là encore, ce lobbying, il existe auprès des étudiants. On l'a nous-mêmes connu à un certain moment. On voit bien que les événements des étudiants, ils sont complètement dus sous la dépendance des industriels qui financent ces événements en proposant même parfois des formations. J'ai découvert ça récemment, sûrement très objectives, hein, des formations sur leurs produits. Ce qui évidemment pose beaucoup de questions quand même sur l'indépendance que doit avoir un pharmacien, quel que soit d'ailleurs son milieu d'exercice, que ce soit à l'hôpital, à l'officine ou dans l'industrie pharmaceutique. Alors, Magnifique. Vince, Seb, je ne veux pas casser une amitié de 25 ans. Hein, Non, mais, en fait, j'étais en train de me dire que j'allais rappeler Seb après le live. Je me suis fait une réflexion pendant son discours. Il faut qu'on discute, Seb. Je sais qu'on se voit bientôt. Enfin, Oh merde. Voyez-vous plus, hein, les gars. mais les rôles se sont un peu inversés en 20 ans. C'est rigolo. Ouais, ouais. C'était Non, joli non, comme roast après, aussi. Hein. Ah non, mais on tout a ce pris que tu cher. dis, On a il pris n'est pas cher. question de, tout ce que tu dis, il n'est pas question de le nier, certainement parfois de le nuancer. Oui. Bah, il a joué Non, le jeu non, du mais roast, hein, il y allait à les fond. études, Hein. Joliment dit. Bah oui. moi, je ne crois pas, enfin en tout cas, je suis peut-être naïf, aux patients supprimés. Malgré tout, je crois à la blockchain dans ces études cliniques. Il y a une nana très bien d'ailleurs, peut-être qu'un jour il faudra l'inviter dans votre live, un pharmacien justement, de P11 de mémoire, qui travaille sur ces problématiques de blockchain en santé, et plus particulièrement dans le médicament, afin de sécuriser les données, mais au niveau de la prod également. Hein. Bah, on a fait un live sur la On a fait blockchain. un live sur la blockchain il y a 3 semaines d'ailleurs. Ouais. Ah ben voilà, vous ne m'avez pas invité. Voilà. Et bref, elle travaille, Il elle, est tout le temps. particulièrement sur l'aspect données cliniques et de sécurisation de ces données Ça peut être cliniques. intéressant. Ça peut être intéressant. La PHRP, je suis complètement d'accord avec toi. Mon expérience, c'est que la problématique des PHRC, c'est que souvent, ils n'arrivent pas au bout. Voilà. Tu peux décrire hein? Malheureusement. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein. Je ne suis pas assez dans le milieu hospitalier au quotidien. Moi, je suis un observateur, enfin, un acteur externe de ça. Mais quand j'étais en labo pour en avoir subventionné quelques-uns, au début, on me dit oui en interne, puis au bout d'un moment, on me dit ben non, parce que de toute façon, les 2 derniers qu'on a subventionnés, ben, on n'a pas eu de résultat, ils ne sont pas allés au bout. Tu peux définir, Vince, le PHRC, c'est pharmacien hospitalier réducteur de coûts, non? C'est quoi? C'est Non. C'est des études en fait qui sont financées par l'institution publique, comme l'a dit Programme Sébastien, hospitalier de recherche thérapeutique. Souvent, ça peut être des produits anciens, mais ça peut être aussi des produits nouveaux. Hein, mais tout est financé en fait par l'institution publique, les laboratoires. Des essais à promotion interne, en gros. Ouais, c'est des essais à promotion interne. Et en fait, tu as un certain nombre d'appels d'offres tous les ans. Donc, chaque médecin peut monter un PHRC et le proposer. Et voilà. Ça aussi, l'attribution des PHRC est assez politique de mon expérience. Beaucoup de choses politiques dans Il y a tout ça, beaucoup de quand choses même. politiques, mais pas dans le bon sens de la politique, j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Non. Dans les CHU, il y a Après, quand sur même le prix des médicaments, je peux être que d'accord avec toi. Mais j'ai envie de dire, on est tous complices. Et je vais même aller plus loin. Vous voyez la stratégie des grands laboratoires en ce moment, c'est de vendre leurs produits matures. Ouais. Donc, ils vont être vendus à qui? À des Indiens, à des Chinois. Et oui. Et De toute façon, les ça, Chinois, c'est le résultat de 20 ans de baisse de prix. Puisque avant, un labo comme Sanofi, je vous donne des grandes masses, hein, mais les médicaments innovants, c'était peut-être 30-40% de la chiffre d'affaires.
Donc, le gros de leur chiffre d'affaires était fait par des médicaments anciens. Ce qui est pas mal quand même, parce qu'un médicament ancien, finalement, ton chiffre d'affaires, il varie pas beaucoup. Bah oui, tu sais combien Il tu va le revends, peut-être donc. varier de 10% sur une année, ce qui Mhm. n'est pas grand-chose Mm. par rapport à tes médicaments nouveaux. Voilà. Mais les prix ont tellement baissé depuis 20 ans que finalement, aujourd'hui, ils décident de s'en séparer. Moi, je pense qu'il y a un vrai danger là, parce que va plus être tenu par des grands groupes. Alors, avec des défauts, mais des grands groupes solides sur lesquels tu peux te retourner. Un Sanofi, ça existe depuis je sais pas combien d'années, un Pfizer de 125 ans, un Lilly 90 ans, enfin un MSD, c'est pareil. Bon, au moins, tu sais vers qui te retourner. Et quand il y a un problème, il y a eu pas mal de condamnations. Je crois que tous les 10 plus gros labos au monde sont fait condamner à un moment ou à un autre aux États-Unis pour des pratiques commerciales. Voilà. Enfin, tu sais vers qui te retourner. Mais là, tu te retournes vers qui Ouais. demain? Quand tu as un groupe indien qui va disparaître en 3 secondes et renaître 3 secondes plus tard sous une autre forme avec d'autres personnes, voilà. Il faut une blockchain, quoi. Et ça, le seul moyen, c'est de revaloriser les produits. Voilà. Ouais, ouais. Les Bah, si, produits, on est tous d'accord, en fait. Non, pardon? Mais On est après, tous d'accord, je effectivement, pense, peut-être baisser ici les ce prix soir. des produits trop chers aussi. Parce que là, enfin, je suis désolée, mais Eh un oui, pain pour il y a 18 un meubles équilibre, qui en est le fait, numéro entre, 1 des ventes partout dans le monde, à un moment donné, il faudrait dire, quand vous avez rentabilisé le truc, peut-être qu'on peut baisser un peu Ouais. le prix, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai jamais eu la chance de travailler sur ce type de site où tu vends des produits très 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 chers. Mais C'est sûr. Pas en France. ouais, sinon j'en ai fait. Non, je vous dis une bêtise, j'en ai fait. Enfin, j'en Il me ai fait une semble bien. fois. Ouais, j'en ai fait une fois. Mais c'est un peu particulier parce que c'était un site qui faisait à la fois des produits matures voilà, Des quelques produits. produits très. Mais ils n'étaient pas chez moi. C'est pour ça que je l'avais pas trop en Ouais. tête. Mais parce que c'est pas toujours la quantité de vente annuelle et donc de production qui va être le principal indicateur de prix. À un moment, si vous devez faire tourner une usine pour 1000 comprimés à l'année, si c'est un médicament injectable, déjà par journée, c'est 400 000 €. Hein. mais on peut comprendre que pour des maladies rares, il faille rentabiliser et Mm. que la recherche s'intéresse aussi aux maladies orphelines et que pour ces médicaments, il y ait un effort supplémentaire qui soit fait pour que les patients puissent en C'est le bénéficier. cas Et d'ailleurs, hein. Ouais. oui, pour ça, on peut le comprendre. Et après, je Mais vais vous Alors pour moi, donner j'ai un des d'autres médicaments, médicaments, une injection par mois, c'est 40 000 € l'injection, hein, en fait, pour un flacon qui fait 5 ml. Ouais, mais Je veux dire, je suis derrière tes d'accord, 5 ça fait ml, pas tu as beaucoup une de monde, usine. Hein. quoi, mais Derrière Ouais. tes 5 ml, tu as une usine et tu peux même aller parfois, non, mais je suis tu d'accord. as une Et tonne c'est pour ça de. que le prix est fixé en fonction du nombre de patients cibles aussi, hein, Oui. et de la recherche qui est liée à ça, et que ça sauve des vies, même pour des maladies très rares. Et Genzyme était quand même spécialisé là-dedans aussi, hein, et c'est bien qu'il y ait des maladies comme ça, mais Ouais, justement ouais. pour les pathologies où ça commence, le nombre d'indications augmente et la patientèle augmente fortement, comme notamment toutes les immunothérapies. Moi, je trouve Ouais. ça scandaleux, Ah, les le prix anticorps des monoclonaux en ce immunothérapies. moment, ça devient un peu fou. Et Non, là, c'est mais là où c'est c'est tellement déséquilibré Oui. que ce qui fait c'est mal au gros, cul, quoi. c'est de dire voilà, du coup, c'est encore une fois un déséquilibre énorme entre les grandes industries et les grosses boîtes. La Vince l'a bien dit. Et là, moi, j'aime bien quand même distinguer un peu les big pharma qui, là, à un moment, se gavent tellement et abusent de ce genre de trucs des autres. Et ça déséquilibre, enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, ça déséquilibre les aspects économiques. Je vais pas dire entre les riches et les pauvres, quoi, parce que c'est pas si manichéen que ça, mais il y a un truc Ouais, qui est, ça qui se est, qui est, déli- restreint qui est un peu de délirant. labo quand même. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je voudrais quand même dire un Après, nous, truc. ils font aussi une autre technique, c'est qu'ils changent la voie d'administration. Ça, c'est la dernière aussi spécialité. C'est-à-dire que quand ils savent qu'un produit Tout en va être suppos. biosimilarisé, ils changent la voie d'administration pour qu'en fait, on switche tout sous la nouvelle forme, qui est souvent plus pratique, hein. Ils attendent de la sortir après l'ancienne. Et dès qu'on est tout passé à la nouvelle, bah, hop, il y a le biosimilaire de la première qui sort, mais on n'a plus aucun patient qui prend cette forme-là, en fait. Ouais. Donc ça, c'est assez insupportable. Moi, je veux juste Ouais, revenir ça, sur un ça, truc. c'est pas nouveau. Hein, ça existe depuis 20 ans. Hein. L'inexium, hein, c'est Ah la oui, c'est un forme bon exemple. d'expogir ou Ouais, lévogir, je ne sais jamais, Oui. du mais mot pratique. complètement. Après, c'est pas toujours le cas. Je vais te donner un Non, bel bah, exemple. Pas très loin de chez Seb, le Velcade, qui était en IV. En fait, c'est pas le labo qui l'a transformé en sous-cut, le Velcade. C'est l'équipe de Nantes, en hémato, qui, un jour, je vais vous raconter l'histoire, s'est gourée. Alors, c'est une infirmière, hein, bon, c'est des choses qui arrivent, hein, des erreurs humaines. L'a Mon Dieu. administré en sous-cut, de l'administrer en IV. Et en fait, ça a bien marché. Et du coup, le labo l'a développé en sous-cut derrière. Alors, c'est vrai que du coup, ça
ça te permet de, comment dire, d'éviter, C'est non, la mais c'est un pharmacovigilance. confort pour le Ouais. patient, mais c'est aussi des coûts en moins parce que tu n'as pas d'hôpital de jour. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de services En qui... l'occurrence, le Velcat, on le fait quand même en hôpital de jour. D'accord, pardon. Mauvais exemple. Non, mais par exemple, le Rémicade, il y a des d'hôpitaux de jour de gastro qui tournaient avec le Velcade, avec le Rémicade, pardon, pendant des années. Et qui ne voulaient pas faire un autre produit parce que ça leur faisait tourner leur hôpital de jour. Bon. Et je crois que dans toute L'hôpital situation. de jour, clairement, c'est aussi la variable d'ajustement de l'hôpital. Hein, là, on essaye de faire de se renflouer grâce aux hôpitaux de jour, parce qu'autrement, on s'en sort pas. Hein. Ça, on n'y est pour rien. Ça. Ah, ça, on y est bon. Désolé, moi. Non, ça n'a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. Je connais pas ce médicament. Donc moi, je résume, on change tout, on met tout en suppôt. Voilà. Et puis, sur un coup de bol, ça peut passer comme la tarte tatin. On la retourne, la tarte est bonne, on se dit, tiens, ça devient une tarte tatin. Et- On fait pareil pour les médocs. J'ai tout compris. Première chose, quand tu prends un suppôt. Tatin. Tatin, voilà. Tout en suppôt. Moi, je veux juste quand même revenir sur un truc par rapport à ce qu'a pu dire Seb, et c'est important aussi que vous l'ayez en tête. Là, vous avez deux industriels de prod qui ont eu des rôles assez particuliers dans l'industrie pharma. On a tous les deux été pharmaciens libérateurs. Ça veut dire qu'on s'est engagé à, j'ai utilisé le terme qui va vous parler, délivrer des lots, à sortir des lots des usines pour aller chez les grossistes, dans les officines et les hôpitaux. Nous, en tant que pharmaciens, on s'est engagé. Et je peux vous dire que cet engagement se base sur une confiance auprès des opérateurs, auprès des managers, de l'intégralité des sites de prod. Moi, c'est l'exemple que j'aime bien citer, et il faut que vous l'ayez en tête, parce que vous parlez de l'argent, que les industriels faisaient passer l'argent avant le patient. Nous, en tant que pharmaciens libérateurs, mais c'est même la réalité de la plupart des gens qui bossent dans l'industrie pharma, c'est le patient en premier. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai jeté 14 millions d'unités de seringues. Je les ai jetées. J'ai mis des pays en rupture pour des décisions qualité, notamment les US, qui est le marché phare. J'ai pris une décision qualité de dire, bon bah non, moi je veux pas le libérer. J'ai jamais subi de pression, même s'il y avait des conséquences financières, d'image de marque catastrophiques. Je vous dis, je n'ai jamais subi de pression. C'est même parfois à tel point que c'était des histoires parfois même de confiance. Je perdais confiance. Avec Christophe, on a vécu une situation où on a perdu confiance à un moment dans les gens de la prod. On a dit, on arrête de libérer. Juste sur de la confiance, juste sur une part de confiance. Il n'y avait pas de faits, il n'y avait pas d'analyse, on n'a plus confiance, on arrête de libérer. Et pendant 15 jours, on a arrêté de libérer. Ça fait du bruit, mais à aucun moment, des gens sont nous dire, dans ce Big Pharma, c'était un Big Pharma, non, les gars, arrêtez, vous êtes en train de foutre la merde, relibérez, quoi. Les gens ont dû regagner notre confiance avant qu'on relibère. Mais j'ai fait 7 ans de libération. Je pense qu'il n'y a pas de remise en question des individus et des pharmaciens, en Les gens sur l'occurrence. le terrain, surtout. Hein. Ouais, mais c'est les je comprends mal. stratégies Non, mais tu vois, globales. le truc, c'est qu'en fait, faut bien comprendre que quand les gens attaquent l'industrie pharma, c'est un package et nous, on est dedans. Ouais. Et ça fait mal. Enfin, moi, parfois, je vais discuter avec des gens. Je me rappelle un couple de kinés en Guadeloupe. Ah, vous êtes dans l'industrie pharma, bah, vous êtes des pourris. Vous faites exprès d'avoir des médicaments qui peuvent traiter le cancer et vous les gardez de côté parce que vous gagnez plus votre vie à vendre les trucs qui le soignent plutôt que de le traiter, quoi. Et ça, voilà, nous aussi, on vit de ça. Et je vous le dis, si cette image de l'industrie pharma ne s'améliore pas, les gens ne vont pas venir dans l'industrie pharma. Et alors, les ruptures. Parce qu'à un moment, quand il n'y a Ça plus de va pas aller dans pharmaciens sa pour range, hein. libérer les lots, les lots, ils n'arriveront pas sur le site. Et Quand- d'ailleurs, c'est ce qui se produit là Mais de plus en actuellement plus. avec les usines qui ont été remises en France. Alors là, les industriels qui essayent de refabriquer en France et qui se retrouvent avec des pénuries de pharmaciens pour libérer. On a eu le cas là pour un labo qui est en galère pour Ouais. libérer ses lots de soluté parce Et- qu'ils n'ont pas de pharmaciens libérateurs. Quoi. Et pharmaciens, et opérateurs, et techniciens de maintenance, et De labo, gestionnaires de de ce que tu stock, veux, de ouais, bien laboratoires, sûr. de microbiologistes, de logisticiens, de tout ça. Ouais. Moi, j'ai jamais connu un site de prod, et c'est de pire en pire, où on arrivait à recruter facilement. Et les jeunes ont cette image de plus en plus négative et n'ont pas envie de venir Après, chez je nous. peux comprendre aussi un peu. Moi, j'ai des copains qui sont grands comptes, des anciens pharmaciens de Dijon qui sont grands comptes, qui ont du mal des fois éthiquement avec la façon de travailler du CEO, quoi, tu vois, de vraiment de la tête internationale de la boîte où ils ont une perte de sens, en fait, quand même. Oui, effectivement, il y a une perte de sens, je suis d'accord,
du métier de pharmacien industriel et c'est aussi vous qui pouvez, contribuer à faire changer les choses. Parce que sinon les choses ça va s'accélérer et être de pire en pire. Effectivement, on voit bien qu'il y a déjà aujourd'hui la pharma d'un point de vue global est en perte d'attractivité. Mais si en plus au sein de la pharma, l'industrie, Ah oui. l'est aussi, il va être compliqué de pouvoir répondre, aux besoins et on risque aussi vivre ce qui est le cas pour le médicament vétérinaire finalement, où même le rôle même du pharmacien responsable, disparaisse finalement Ouais. et qu'il n'y ait plus de pharmaciens dans l'industrie du tout, ce qui serait pour moi un désastre en fait, pour libérer les lots comme tu le dis, mais parce que cette éthique, que l'industrie n'a peut-être pas toujours, mais qu'ont les pharmaciens, industriels, je pense qu'il faut distinguer les 2. On la perdrait complètement, on n'aurait plus ce verrou, cette garantie, qu'apporte aujourd'hui le pharmacien et c'est pour ça qu'il faut, je pense être vigilant sur, le rôle du pharmacien et peut-être le faire davantage savoir et contribuer à faire, évoluer les choses. Et moi, j'ai vu beaucoup de non-pharmaciens qui avaient au moins autant d'éthique que les pharmaciens. Aussi, ouais. Difficile des fois d'être amalgamé dans le truc, mais malheureusement, comme tu le dis, il va falloir qu'il y ait aussi des choses qui changent en termes d'image. Mmh. Je sais pas, sinon on pourrait y faire grand-chose. En tout cas, on essaye d'en parler. L'émission fait partie de ça, humblement, entre guillemets. Mais c'est triste, en fait, qu'une industrie qui est censée soigner des gens avec des produits de qualité dont on a une confiance, on va dire, quasi aveugle, voilà, et une image aussi dégueu, en fait, quoi. C'est quand même vachement tristoun, moi, je trouve, au final.